Mon père n'est pas venu à mon mariage, n'a pas appelé, ne s'est pas excusé. Ce jour-là, ma société a été évaluée à 580 millions de dollars. Soudain, il s'est souvenu. Il avait une fille. Il y avait un ruban blanc noué à la chaise où mon père était censé s'asseoir. Je l'ai remarqué 2 minutes avant de remonter l'allée. Quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, l'avait noué là, délicat et pâle sur le grain de bois sombre. Comme si un ne pouvait remplacer une personne. Je me suis tenu à l'arrière de cette petite cérémonie en plein air, dans la vallée de la Willamette, et je l'ai fixé pendant exactement le mauvais laps de temps. Assez longtemps pour que ma demoiselle d'honneur, Priya, pose une main sur mon bras. Assez longtemps pour que quelque chose en moi se durcisse en une forme que je n'avais pas encore nommée. Puis j'ai avancé. J'ai prononcé mes vœux. J'ai souri pour les photos. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'étais devenu très doué pour cela. 2 heures plus tôt, à 11h14, le matin de mon mariage, mon téléphone avait vibré sur le comptoir de la salle de bain pendant que mes cheveux étaient épinglés. Je me souviens du son qu'il a produit, une seule vibration plate contre le marbre. Je me souviens avoir pensé, s'il te plaît, que ce soit Daniel qui me dit qu'il m'aime. Je me souviens l'avoir pris, lu l'écran, et être resté là, les bras toujours levés, des épingles à cheveux éparpillés sur le comptoir, tandis que ma mère disait quelque chose que je n'ai pas entendu. Le message venait de mon père. Il contenait 4 mots. Ne peut pas venir. Réunion importante. Pas de point à la fin. Aucune excuse glissée entre les mots. Aucun message de suivi quand je n'ai pas répondu. Juste 4 mots envoyés par Richard Collins comme il envoyait toutes ses communications. Efficacement, sans chaleur, comme si l'affection était un coup indirect qu'il avait décidé de couper depuis longtemps. C'était mon père. Constant dans toutes les façons qui blessait. Les gens me demandent parfois quand j'ai su que ma relation avec mon père était brisée. Ils s'attendent à ce que je nomme un incident dramatique, une dispute bruyante. Une porte claquée assez fort pour faire trembler l'encadrement, une ligne franchie qui a tout divisé en un avant et un après. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe avec quelqu'un comme Richard Collins. Il n'y a pas un seul moment. Il n'y a que l'accumulation d'absences, chacune assez petite pour être expliquée, jusqu'à ce qu'un jour vous soyez à votre propre mariage, avec un ruban blanc noué à une chaise vide, et que vous réalisiez que l'accumulation est devenue toute l'histoire. Richard Collins avait 62 ans et était bâti comme un homme qui avait été athlétique, et avait passé les 3 décennies suivantes à regretter cette perte. Il possédait 14 motels dispersés dans le nord-ouest du Pacifique, des propriétés vieillissantes sur des marchés secondaires, le genre d'endroit qui facturait $68 la nuit, et laissait une fine mante sur l'oreiller si le personnel de la réception s'en souvenait. Il parlait de ses propriétés avec la révérence que d'autres hommes réservent à leurs enfants, taux d'occupation, revenus par chambre disponible, marge trimestrielle. Il connaissait les chiffres de chaque site, comme des parents dévoués connaissent les noms des professeurs de leurs enfants, leurs plats préférés, leurs peurs. Je me demandais ce que ça ferait d'être un motel. Mon frère Ethan avait 5 ans de plus que moi, et était bâti pour l'approbation de mon père. Il jouait au football au lycée, négociait comme un requin à 17 ans, et est entré chez Collins Hospitality la semaine après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Washington, comme s'il y avait été planté par des saints. Mon père assistait à tous les matchs du vendredi soir d'Ethan. Il a conduit 40 minutes sous la pluie pour voir l'équipe d'Ethan perdre un match éliminatoire en première année, et est resté sur le côté dans une veste imperméable que je ne l'avais jamais vu porter, encourageant avec une ouverture qu'il ne montrait jamais à l'intérieur. Je jouais du piano. Mes récitals avaient lieu le dimanche après-midi. Mon père est venu à 2 d'entre eux en 11 ans. Au deuxième, j'avais 9 ans, je jouais une sonatine de
Clémentine dans une salle d'église qui sentait la cire de bougie. Je l'ai vu. Depuis la scène. Il était au dernier rang. Son téléphone était dans sa main. Il lisait quelque chose. Il a levé les yeux quand les applaudissements ont commencé, a applaudi 4 fois, et est parti avant que je ne sois descendu de scène. Je me suis dit que c'était une urgence au travail. J'avais 9 ans. J'étais très doué pour me raconter des choses. Le moment auquel je pense le plus, celui qui s'est enfoui le plus profondément et qui est resté, s'est produit quand j'avais 12 ans. J'étais assise derrière le comptoir d'accueil de la propriété Collins Hospitality, en périphérie de Biverton, faisant mes devoirs, comme je le faisais 3 après-midi par semaine, parce que mon père pensait qu'une exposition précoce aux affaires était formatrice de caractère. Le hall sentait le nettoyant industriel et la vieille moquette. Les lumières fluorescentes bourdonnaient à une fréquence qui rendait la concentration difficile. Un homme s'est enregistré avec sa fille. Elle avait peut-être 7 ou 8 ans. Des couettes. Un sac à dos avec un ours de dessin animé dessus. Alors que l'homme signait sa carte, elle a tiré sa manche et a demandé s'il pouvait nager dans la piscine avant de se coucher. Il n'a pas semblé agacé. Il n'a pas soupiré. Il s'est penché, s'est en fait accroupi à sa hauteur, juste là dans le hall, et a dit, si on finit nos devoirs d'abord. Marché conclu. Elle a ri et a dit. Marché conclu, et lui a serré la main avec une immense cérémonie. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, la fille riant toujours de la poignée de main, j'ai eu une pensée qui semblait trop vieille et trop certaine pour une enfant de 12 ans. Cet homme est un client dans le motel de mon père, et il est un meilleur père que le mien. Je suis retourné à mes devoirs. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà appris que pleurer n'aidait pas avec certains types de chagrin. Je suis allé à Cornell pour mes études de premier cycle, en administration hôtelière, car même à l'époque, je comprenais que l'hôtellerie était la seule industrie à laquelle j'avais un accès direct, et parce que le programme de Cornell était l'un des meilleurs du pays. Et parce que mon père m'avait dit que c'était inutile, et que je devrais aller à Washington comme Ethan. Il ne m'a pas parlé pendant 3 jours après que j'ai envoyé mon acceptation. J'y suis allé. Quand même. Ithaca est froide, verte, et brillante, et elle m'a sauvé de manière inattendue. Je me suis fait des amis qui n'avaient aucune idée de ce qu'était un Collins Motel. J'ai suivi des cours avec des professeurs qui parlaient de l'hôtellerie comme d'une forme d'art, plutôt que d'un calcul de marge. J'ai découvert que j'étais bonne, vraiment, très bonne, pour comprendre la relation entre un espace physique et l'expérience émotionnelle qu'il créait chez les personnes qui le traversaient. Et j'ai rencontré Daniel, il était étudiant en génie civil. Nous avons eu une conversation à la bibliothèque en octobre de ma 2e année qui a duré 3 heures, et a couvert tout, de la politique d'infrastructure à savoir si suffisant. Stevens était surestimé. Cette conversation est devenue une centaine. À la fin de la 3e année, il était devenu la présence la plus fiable de ma vie, la personne que j'appelais quand quelque chose se passait, bon ou mauvais. Avant d'appeler qui que ce soit d'autre. Daniel était là, ça semble simple, mais ça ne l'est pas. Il était là pour des récitals que je n'avais plus, pour des crises nocturnes, pour les mardis complètement ordinaires qui ne justifient la présence de personne, mais pour lesquels il était là quand même. Il a conduit 6 heures aller-retour quand j'ai eu une petite promotion lors d'un stage, car il disait que les petites promotions méritaient aussi du champagne. Mon père l'a manqué, Daniel est resté dans les gradins et a applaudi. Assez fort pour que la femme à côté de lui demande si j'étais sa fille. Il a dit, non, juste la personne la plus impressionnante que je connaisse. Il me l'a raconté plus tard, j'ai ri, puis j'ai pleuré de la manière dont on pleure quand on réalise ce que l'on a compensé. Des années plus tard, un mardi soir à Seattle, il pleuvait car c'était Seattle.
Daniel m'a emmené au restaurant The Waterfront où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous, et a demandé ma main autour d'huîtres et d'une bouteille de vin que nous ne pouvions techniquement pas nous offrir. Il était nerveux. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait préparé un discours, et n'en était qu'à la moitié quand j'ai dit oui. Il a eu l'air presque surpris. Je n'avais pas fini, a-t-il dit. Je sais. Ai-je répondu. Je n'avais pas besoin que tu le sois. Ma mère m'a promis, 3 fois différentes dans les mois précédant le mariage, que mon père serait là. Il sait à quel point c'est important, Mara. Elle l'a dit. Il a dit. J'avais déjà discrètement demandé au coordinateur du lieu de laisser sa chaise accessible, mais non réservée. Je me couvrais, comme on apprend à se couvrir. Avec les gens qui vous déçoivent constamment. Il a envoyé le message à 11h14. J'ai marché seul dans l'allée. Voici ce que j'ai appris sur le chagrin. Il se transforme si vous le laissez faire. Il devient quelque chose de dur et de déterminé si vous refusez de le laisser. Restez mou. Après le mariage, j'ai cessé d'attendre mon père. J'avais fait le travail, les recherches préliminaires, les visites de site, la modélisation financière, pendant près de 18 mois à ce moment-là. J'avais économisé un montant d'argent spécifique, utilisé un petit héritage de ma grand-mère, et identifié une propriété que personne d'autre ne semblait vouloir. Le Ridgeline Lodge était un établissement de 40 chambres, sur 11 acres. En dehors de Portland, Oregon. La moquette sentait les décennies de soirée. D'autres personnes. Le toit fuyait dans le coin nord-ouest du bâtiment principal. Le système de chauffage, ventilation et climatisation étaient maintenus ensemble. Par ce qui semblait être de l'optimisme et du fil de fer. Le parking présentait une fissure qui le traversait en diagonale, comme une ligne de faille. La plupart des gens qui le regardaient y voyaient une catastrophe. Je voyais les os de la chose, la charpente originale en douglas, la vue sur la vallée depuis les chambres du haut, le ruisseau qui coulait derrière la propriété, et que l'on pouvait entendre depuis la terrasse les matins calmes. Je voyais ce qu'il pouvait devenir si quelqu'un comprenait que les gens ne paient pas pour des chambres d'hôtel, mais pour ce qu'un lieu leur fait ressentir. Je l'ai acheté pour 2,1 millions de dollars. Je me suis presque ruiné en le faisant. Pendant les 14 mois suivants, j'ai vécu cette rénovation. J'ai géré des entrepreneurs. J'ai nettoyé les chambres personnellement lorsque le personnel était absent pour maladie. J'ai pris des décisions concernant les draps, l'éclairage et la conception des menus à 23h, et j'ai revérifié mes projections budgétaires à 2h du matin avec un crayon et un bloc-notes, car je ne faisais pas confiance à la feuille de calcul pour me dire la vérité. Comme un chiffre écrit à la main. J'ai pleuré exactement une fois dans la chaufferie, un jeudi de février, lorsqu'un tuyau a éclaté et qu'un entrepreneur ne s'est pas présenté, et que j'avais 11 clients qui arrivaient à 15h. Je me suis assise sur une caisse de produits de nettoyage et j'ai pleuré pendant environ 7 minutes. Ensuite, j'ai appelé un autre entrepreneur, négocié un tarif d'urgence, réparé le tuyau, enregistré les 11 clients à temps, et offert à chaque chambre une bouteille de vin local avec un mot manuscrit. Chacun d'eux a laissé un avis 5 étoiles. Daniel venait tous les week-ends de Seattle. Il peignait les moulures, il déplaçait des meubles, il en a appris plus sur les murs porteurs qu'un ingénieur civil travaillant avec des clients d'infrastructure n'aurait probablement eu besoin de savoir. Le dimanche soir, il rentrait en ville et m'appelait de la route, et nous parlions pendant les 3 heures entières, car il disait que le trajet était la partie ennuyeuse et que ma voix le rendait moins ennuyeux. Le Ridgeline est devenu rentable au 9e mois. Travel Oregon l'a présenté dans un guide régional. Une journaliste de Sunset Magazine y a passé un week-end, et a écrit 400 mots sur le ruisseau, l'éclairage et la façon dont la propriété lui donnait l'impression d'avoir légèrement échappé au temps. J'ai utilisé cet article pour lever des capitaux pour une deuxième propriété, puis
Une troisième. Au moment où nous exploitions 6 propriétés sous le nom de l'Humaine Retreat, j'avais une directrice financière nommée Andrea Voss, 15 ans d'expérience en finance hôtelière, auparavant au sein de la division développement de Hyatt, un directeur des opérations, un directeur marketing et un conseil consultatif qui comprenait 2 personnes que je respectais sincèrement, et une que je tolérais pour l'accès qu'elle me procurait. Mon père n'a rien dit. Ni quand le premier lodge est devenu rentable. Ni quand Sunset a publié l'article. Ni quand nous avons finalisé l'achat des propriétés 4 et 5. Ni quand Travel Plus les a placé l'Humaine Retreat sur une liste de marques de boutiques émergentes à surveiller. Ni quand nous avons atteint 100 millions de dollars en valorisation de portefeuille. Ni quand nous avons atteint 200 millions de dollars. Silence. Le même silence que la chaise vide. Le même silence que la carte en retard sans mots. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de différent. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. L'annonce de la valorisation a été publiée un mercredi de mars. Notre directrice financière, Andrea, l'a préparée depuis 6 semaines, en coordination avec notre équipe juridique et nos principaux investisseurs. Le chiffre, 580 millions de dollars, était basé sur une évaluation par un tiers, commandée par une société de capital investissement qui nous avait approchés pour une éventuelle acquisition que nous n'avions aucune intention de réaliser. Nous l'avons publié quand même, car dans l'industrie hôtelière, la valorisation est un langage qui ouvre des portes. À midi le mercredi, j'avais 47 demandes d'entretien, 11 messages de félicitations de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, et un message de ma colocataire d'université composé entièrement de points d'exclamation. À 16h23, mon téléphone a vibré. Dîner de famille. 19h. Samedi. Discussion importante. Pas de félicitations. Pas de j'ai vu la nouvelle. Aucune reconnaissance que quoi que ce soit produit. Juste une convocation formatée comme une invitation de calendrier. D'un homme qui n'avait pas donné de nouvelles depuis 8 mois. Daniel était dans la cuisine quand je lui ai montré. Il l'a lu 2 fois, a posé le téléphone et a ri. Un soupir silencieux et significatif. Il n'a jamais appelé à 100 millions. Ou 50. Ou pour l'article de Sunset. Il a besoin de quelque chose, ai-je dit. Je savais déjà de quoi il s'agissait. Je le savais, à un certain niveau, depuis qu'Andrea, ou l'article de Sunset. Il a besoin de quelque chose, ai-je dit. Je savais déjà ce que c'était. Je le savais, à un certain niveau, depuis qu'Andrea avait déposé un autre dossier sur mon bureau le même après-midi. Elle l'avait posé sans commentaire. Ce qui était la manière dont Andrea communiquait les choses qu'elle considérait les plus importantes. Colin S. Hospitality était en pleine débâcle. Le dossier contenait 14 pages de documentation, assemblée par notre équipe de renseignements au cours des 3 mois précédents, déclenchée par une conversation que j'avais eue avec un banquier que je connaissais, qui avait mentionné, avec précaution et sans détail, qu'un portefeuille de propriété de motel du Pacifique Nord-Ouest connaissait des difficultés importantes avec les prêteurs. Des difficultés importantes avec les prêteurs était une manière polie de décrire ce que montraient les documents. 4. Propriété avec des défauts de prêt, 7 privilèges d'entrepreneurs actifs. Totalisant 1,3 million de dollars, 2 propriétés au premier stade de procédure de saisie, une ligne de crédit renouvelable qui avait été maximisée et affichait un solde. L'opération de mon père générait des revenus insuffisants pour faire face aux obligations, le genre de désastre financier au ralenti qui se produit lorsque quelqu'un gère par optimisme pendant des années, et que l'optimisme finit par s'épuiser. Je suis resté longtemps avec ce dossier. Andrea est revenu à mon bureau à 18h et m'a dit qu'il y en avait plus.
Le principal prêteur, une banque régionale appelée Pacific Bridge Capital, avait décidé de se retirer entièrement de sa position. La dette, toute la dette, chaque prêt, chaque obligation de propriété. L'intégralité du passif de Collins Hospitality était disponible à l'achat. Elle a posé un second dossier sur le bureau. Quel est le chiffre? Ai-je demandé. Elle me l'a dit. J'ai regardé le dossier. J'ai regardé le mur de mon bureau, où était accrochée une photographie encadrée du Ridgeline Lodge, prise lors de son week-end d'ouverture. Le parking plein, les lumières chaudes contre. Un soir gris de l'Oregon. Achetez-le, ai-je dit. Elle n'a pas semblé surprise. D'ici demain matin. D'ici demain matin. Je suis allé au dîner de famille samedi. Ma mère avait fait un rôti. Elle le fait pour les occasions importantes, tout ce qui nécessite un centre de table neutre, quelque chose à regarder quand la conversation demande une pause. La maison sentait comme toujours, le cèdre et quelque chose de légèrement floral, et le silence particulier d'une maison où les grandes émotions avaient toujours été soigneusement gérées. Mon père était déjà assis en bout de table. Ethan était là avec sa femme Caroline, qui avait l'expression de quelqu'un qui avait été briefé et n'était pas certaine que le briefing ait été complet. Ma mère était dans la cuisine. Elle est sortie quand elle m'a entendu et m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps, ce qui était sa façon de communiquer les choses qu'elle ne pouvait pas dire directement. Mon père ne s'est pas levé. Nous nous sommes assis. Ma mère a servi. Pendant 12 minutes, j'ai chronométré, ce qui en dit long sur mon état d'esprit. Nous n'avons parlé de rien. Ethan a posé des questions sur Daniel. Ma mère a mentionné la rénovation d'un voisin. Mon père a mangé avec l'efficacité concentrée d'un homme qui avait une présentation à faire, et attendait la bonne diapositive. Puis il a posé sa fourchette. Il a dit que l'entreprise connaissait quelques turbulences. Il a dit que cela se produisait par cycle, que l'industrie hôtelière était sensible à des conditions indépendantes de la volonté de tout opérateur. Il a dit que les propriétés étaient fondamentalement saines. Il a dit que la famille soutenait la famille, et qu'il s'attendait à ce que je, compte tenu de ce que j'avais construit, comprenne la sagesse de maintenir certains actifs entre certaines mains. Il me demandait de le tirer d'affaire. Il l'a dit comme il disait tout, sans me regarder directement, formulé comme une discussion d'affaires plutôt qu'une demande personnelle. Construit de telle sorte qu'un refus serait un acte de trahison familiale plutôt qu'une réponse raisonnable à un homme qui n'avait pas appelé le jour de mon mariage. J'avais apporté un dossier au dîner, noir, standard, du genre qu'Andrea gardait en stock par carton. Je l'ai posé sur la table, entre le rôti et mon verre d'eau. Je le possède déjà, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse de cette manière particulière, quand quelque chose d'irréversible vient d'être prononcé à voix haute. La main de ma mère s'est arrêtée de bouger. Ethan a regardé de moi au dossier, puis l'a attrapé. Caroline a mis sa main sur sa bouche. L'expression de mon père n'a pas changé. Immédiatement. Il y a eu un décalage, 3 secondes entières, pendant que l'information se rendait là où il gardait les choses qu'il atteignait réellement. Puis elle a changé. Qu'est-ce que c'est? A-t-il dit. Pas une question. Une affirmation sans inflexion. La dette. Toute la dette. Pacific Bridge l'a vendu à rabais il y a 2 jours. L'Humaine Retreat est maintenant le principal créancier de toutes les propriétés de Collins Hospitality. Ethan avait posé le dossier. Il lisait. Son visage exprimait quelque chose de compliqué. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il m'a regardé comme il avait regardé les problèmes financiers toute sa vie, comme quelque chose qui était arrivé par la défaillance de systèmes externes, plutôt que par ses propres
Choix. Tu n'avais pas le droit, a-t-il dit. C'est mon entreprise. Tu as agi dans mon dos et tu as interféré dans mes affaires. La colère dans sa voix était réelle. Je veux être précise à ce sujet. Il ne jouait pas. Il était réellement outragé. J'ai constaté, à ma propre légère surprise, que j'étais parfaitement calme. Tu m'as appelé ici parce que tu avais besoin d'être sauvé, ai-je dit. Tu allais tout perdre. La différence est que maintenant la situation est honnête. C'est le travail de ma vie. Je sais. 30 ans. Je sais. Tu n'avais pas le droit de. Tu m'as appelé. Ai-je dit. Tu m'as envoyé un message. Pas quand la première propriété Lumen a ouvert. Pas quand nous étions dans Travel plus Lésure. Pas quand l'évaluation apparut dans chaque publication économique régionale du Nord-Ouest Pacifique. J'ai gardé ma voix égale. Mes mains étaient à plat sur la table. Tu m'as appelé mercredi. À 16h23 parce que tu avais besoin de quelque chose. Parce que pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais quelque chose dont tu avais besoin. La bouche de mon père s'est ouverte. C'est refermé. Ce n'est pas tu as manqué mon mariage. La pièce est devenue plus froide qu'elle ne l'avait été. Tu m'as envoyé 4 mots à 11h14 du matin. Ne peut pas venir. Réunion importante. Pas de point. Pas d'appel. Pas d'explication. J'ai remonté l'allée seule. La mère de Daniel a pleuré. Ma mère m'a tenu le bras. Il y avait un ruban blanc noué à ta chaise. Je n'avais pas prévu de dire cela. C'est sorti d'un endroit que je ne savais pas encore accessible. Mara. Commença ma mère. Le trafic est un timing malheureux, dis-je en regardant toujours mon père. Le trafic, un vol retardé, une urgence médicale, ce sont des choses qui arrivent aux gens. Manquer le mariage de sa fille à cause d'une réunion est un choix. Tu l'as fait. Et puis tu n'as pas appelé ce soir-là. Ni le lendemain. Tu as envoyé une carte. 2 semaines plus tard avec une carte cadeau à l'intérieur et le mot disait « Félicitations pour votre journée spéciale », ce qu'on écrit quand on ne connaît pas le couple. Mon père a eu l'air, pour la première fois dont je me souvienne, de ne pas savoir quoi dire. Pas en train de stratégiser, pas en train de calculer, juste de ne pas savoir. Je ne suis pas venu ici ce soir pour te punir, ai-je dit. Je suis venu parce que tu es mon père, et tu m'as demandé de venir, et je suis apparemment toujours une personne qui se présente quand son père le demande, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose clairement. J'ai touché le dossier sur la table. J'ai acheté la dette parce que c'était une bonne décision financière. Les propriétés ont de la valeur si elles sont gérées correctement. Lumen a l'infrastructure opérationnelle pour les redresser. C'est le cas commercial. J'ai marqué une pause. Mais je ne ferai pas semblant que ce soit la seule raison. Tu m'as appelé parce que je suis devenu utile pour toi. Je veux que tu médites sur ce que cela signifie pour chaque année avant celle-ci. Ethan avait posé le dossier. Il regardait la table. Caroline regardait Ethan. Ma mère regardait ses mains. Mon père me regardait. En 34 ans, j'avais désiré beaucoup de choses de sa part. De l'attention, de la fierté, de la présence, un banc dans les gradins, un visage dans la foule. Plus tard, quand j'ai été assez grande pour le nommer clairement, la reconnaissance. Que je valais la peine qu'on se montre pour moi. Le regardant de l'autre côté de la table, j'ai réalisé que je ne voulais plus aucune de ces choses. Non pas parce que j'avais résolu le désir, mais parce que le désir s'était simplement épuisé. Il n'y avait plus rien à attendre. Il n'avait pas appelé parce qu'il m'aimait. Il n'avait pas envoyé de message mercredi parce qu'il était fier. Il m'avait contacté parce que j'étais devenu utile, et j'étais venu dîner.
Je pouvais l'admettre à moi-même, dans l'honnêteté de cette pièce silencieuse, en partie. Pour m'assurer qu'ils le comprennent. Tu peux continuer à exploiter les propriétés, ai-je dit. L'humaine n'a pas besoin du casse-tête de gestion d'une transition hostile, et je n'ai aucun intérêt à démanteler ce que tu as construit. Nous allons restructurer la dette selon des termes qui donneront à Colin S Hospitality une voie viable. Je me suis levé. Mais les termes seront les miens. J'ai pris mon sac. Je ne fais pas cela parce que la famille soutient la famille, ai-je dit. Je le fais parce que je suis le genre de personne qui se présente. J'ai appris cela de Daniel, pas de toi, mais je suis toujours cette personne. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il était plus petit que dans mes souvenirs, pas physiquement. Il avait la même taille qu'avant, large et un peu lourd, les mêmes cheveux argentés aux tempes, mais la qualité de sa personne était plus petite. La pièce ne s'organisait pas autour de lui comme je l'avais cru autrefois. Bonne nuit, papa, dis-je, puis je partis. 6 mois plus tard, la restructuration prit 11 semaines, 6 conférences téléphoniques impliquant 3 équipes juridiques distinctes, et une réunion où mon père et moi nous sommes assis dans une pièce avec 4 avocats et un médiateur nommé Gérald Park. 30 ans d'arbitrage en immobilier commercial, anciennement de la division d'arbitrage et de médiation du barreau de l'État de Washington, et avons négocié pendant 4 heures sans échanger un seul mot qui ne soit pas transactionnel. Gérald m'a dit ensuite que c'était la médiation d'affaires familiale la plus silencieuse qu'il ait jamais supervisée. Je lui ai dit que je le prendrais comme un compliment. Collins Hospitality a conservé le contrôle opérationnel de 11 de ses 14 propriétés, sous une structure de dette révisée qui donnait à l'humaine Retreat une position garantie senior et un siège au conseil d'administration. 3 propriétés, celles en plus grande difficulté, ont été intégrées au portefeuille de l'humaine et sont actuellement en cours de rénovation. La première des 3 a rouvert le mois dernier en tant que propriété l'humaine. J'ai envoyé le communiqué de presse à mon père. Il n'a pas répondu. C'était bien ainsi. Andrea Voss, qui en plus d'être ma directrice financière a l'intelligence émotionnelle de quelqu'un qui a traversé toutes sortes de chaos corporatifs et personnels, m'a demandé une fois si je regrettais le dîner. Si j'avais souhaité l'avoir géré différemment. J'y ai réfléchi honnêtement. Non, ai-je dit. J'ai dit ce qui était vrai. C'est la seule chose que je sais faire. Elle a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse, et est retournée à sa feuille de calcul. Daniel et moi avons acheté une maison dans la vallée de la Willamette l'automne dernier. Elle est à 20 minutes du Ridgeline Lodge, sur 2 acres, avec un ruisseau qui coule derrière la propriété, et que l'on peut entendre depuis la terrasse les matins calmes. Certains matins, je me tiens là avec un café et je l'écoute, et je ne pense à rien en particulier. D'autres matins, je pense à une fille de 12 ans, assise derrière un comptoir de réception dans un hall bruyant, regardant un étranger s'accroupir à la hauteur de sa fille et conclure un marché sur les devoirs et la natation. Je pense à quel point ce moment s'est logé profondément et est resté là, actif. Je pense au ruban blanc. Je pense à la façon dont c'était le petit acte de gentillesse de quelqu'un. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'une chaise ait l'air abandonnée. Qui voulait que la journée ait l'air complète, même quand elle ne l'était pas. Je n'ai jamais découvert qu'il avait noué là. La coordinatrice du lieu a dit qu'elle ne savait pas. Priya a dit que ce n'était pas elle. Ma mère a juré que ce n'était pas elle. Peut-être que ça n'a pas d'importance. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai remonté cette allée seule, et ce fut la chose la plus honnête que j'ai jamais faite. Il n'y avait personne pour représenter l'absence. Il n'y avait que l'absence, reconnue, et moi qui la traversais quand même. Cela s'est avéré être une bonne pratique. Mon père m'a appelé il y a 3 semaines. Pas un SMS, un appel, ce qui m'a suffisamment surprise pour que j'y
Répondre sans le vouloir. Il a dit qu'il avait réfléchi. Il a dit qu'il reconnaissait n'avoir pas été présent de manière significative. Il a parlé de manière soignée et structurée, comme un homme délivrant une déclaration préparée, et j'ai écouté sans l'interrompre. Et quand il a fini, j'ai dit que j'appréciais qu'il le dise, et que je pensais ce que j'avais dit au dîner à propos de se montrer présent. Puis j'ai dit que me montrer présente, pour moi, allait consister à m'assurer que l'entreprise restructurée est une réelle voie à suivre, et que je serais en contact avec son équipe la semaine suivante concernant la revue du deuxième trimestre. Il a dit que c'était bien. Nous avons raccroché. Je ne sais pas ce que mon père a ressenti. Je ne sais pas, sincèrement, honnêtement. J'avais l'habitude de passer beaucoup de temps à essayer de résoudre cette énigme particulière, la retournant comme on retourne une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. Je ne fais plus ça. Ce que je sais, c'est ce que je ressens, et ce que je ressens est quelque chose que j'ai mis des années à identifier, et qui n'a toujours pas de nom parfait. Ce n'est pas la paix exactement. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est quelque chose qui ressemble davantage à la sensation d'avoir posé un poids que l'on portait depuis si longtemps qu'on ne le remarquait plus. Vos mains sont vides. Vos épaules vous font légèrement mal à cause du souvenir, mais vous vous tenez plus droite. La dernière chose que je dirai est la suivante.